Bienvenue dans cette première table ronde du Forum Entreprise Lyon 1. Nous allons, pendant 1 heure, avoir la chance de recueillir l'expérience et les conseils de 4 professionnels du recrutement que je vous présenterai tout à l'heure. Moi, je suis Caroline Blasi, je vais animer cette table ronde et en faire l'introduction. Je travaille au service d'orientation et d'insertion des étudiants à temps partiel, puisque je suis consultante RH et j'accompagne des jeunes diplômés, mais aussi des professionnels dans leur mobilité professionnelle. Voilà, donc ça fait du coup une quinzaine d'années que je travaille en recrutement et j'ai souhaité vous offrir cette table ronde parce que finalement, en 15 ans d'expérience en RH, en recrutement, je me rends compte qu'il y a très souvent un grand écart entre ce que s'imaginent les chercheurs d'emploi ou voilà, ce qu'ils ont en tout cas en tête vis-à-vis des attentes des recruteurs et puis la réalité. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure, on va laisser le temps à chacun de nos intervenants de répondre à pas mal de questions. Vous aurez un temps de questions-réponses aussi à la fin, donc voilà, n'hésitez pas à les questionner. Vous pouvez venir devant, vous installer, il reste de la place si vous le souhaitez. Dans les premiers rangs, là, il reste des sièges. Voilà, donc pourquoi cette table ronde je viens de vous l'expliquer parce que voilà, concrètement, l'écart entre ce que vous avez en tête par rapport aux recruteurs et la réalité du marché est parfois important. Donc nous avons parmi nous aujourd'hui 4 invités que je vais laisser se présenter. Donc la première de nos invités est Isabelle Gillard. Elle travaille, je ne sais pas pourquoi, voilà. Elle travaille au sein du cabinet Curibay et donc je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Donc Caroline a dit comment je m'appelais. Effectivement, je suis consultante au sein d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Curibay, qui est un gros cabinet lyonnais, on va dire. En quelques mots, mon parcours à moi est le suivant. Une école de commerce, ensuite j'ai démarré dans l'agroalimentaire, dans des fonctions plutôt marketing, et ensuite j'ai basculé côté logistique, j'ai fait du conseil en logistique quelques temps, et ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que je suis dans le conseil en ressources humaines. J'ai intégré le cabinet Curibay en 2007, pour différentes activités, donc on reviendra après en détail, je pense, sur le fonctionnement, mais pour évidemment du recrutement. Mais aussi pour de l'accompagnement, puisque je fais aussi des bilans de compétences et beaucoup d'évaluations de candidats extérieurs, mais aussi lors de mobilité interne dans les entreprises. Peut-être quelques mots sur Curibay. Dans Curibay, nous sommes une vingtaine de personnes aujourd'hui. On est 8 consultants avec des spécificités différentes et des expertises différentes. Conseil en recrutement pur, accompagnement des collaborateurs lors de leur mobilité, comme je l'évoquais, mais aussi dans le cadre d'outplacement, par exemple, dans le cadre de team building, de coaching également. Et puis, on a une 3e activité qui, là, est ce que l'on appelle l'accompagnement au changement, mais qui peut prendre plein de formes différentes. Chez nous, c'est d'accompagner les RH sur leur process d'expertise métier. Donc, ça touche à un grand sujet dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. L'idée d'accompagner les RH sur ces problématiques-là qui touchent à des tas de sujets comme des écoles internes, comme les entretiens annuels d'évaluation, comme aussi la cartographie des métiers en entreprise ou aussi les problématiques qui touchent à la rémunération des collaborateurs. Merci. Si vous souhaitez rencontrer les personnes de Curibay, ils seront présents sur le forum ce matin et cet après-midi. Alors, la seconde personne qui est parmi nous, c'est Élodie Morello. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Élodie Morello de la société Kelly Service. Ça fait 15 ans que je travaille chez Kelly Service. Je suis aujourd'hui le manager des bureaux scientifiques de Lyon. Pardon. Les bureaux scientifiques de Lyon existent depuis une quinzaine d'années. On est présent partout en France. On a à peu près 6 bureaux. Les bureaux scientifiques sont... les consultants des bureaux scientifiques ont une particularité, c'est que tous sont issus de formations scientifiques et on va recruter des profils de Bac+2 à Bac+8. On est à même de vous proposer plutôt des missions en intérim, en CDD, en CDI. On a aussi accès à du consulting.
Et puis, en parallèle des bureaux scientifiques, je pilote aussi notre centre de recrutement dédié aux entreprises du Life Science, puisqu'on a monté cette plateforme, ce plateau, il y a à peu près 1 an et demi aujourd'hui. Et rue Stella, vous trouverez 19 consultants qui sont spécialisés dans les métiers du Life Science, c'est-à-dire les entreprises de la pharma, de la chimie, des dispositifs médicaux par exemple. Voilà. Merci. La 3e invitée est Marie-Claire Guichard-Valentini du cabinet Cliven. Oui, alors bonjour à tous. Donc le groupe Cliven, c'est un groupe de conseillers en technologie. Notre métier, on recrute des ingénieurs ou des bac plus 5 techniques qui ont vocation à intervenir chez des clients industriels. Donc nous faisons de la prestation de services. Le groupe est un groupe de 6 sociétés réparties en France. Nous connaissons une forte activité, un fort développement, une forte croissance organique. Voilà ce que je peux vous dire brièvement. On recrute sur 2 types de métiers. Le métier de consultant, donc intervenir techniquement sur des projets industriels, et également un autre métier qui bien sûr peut vous intéresser, qui est le métier d'ingénieur d'affaires, dans lequel il y a une dimension commerciale, une dimension business, qui est un métier extrêmement complet, qui est un métier passionnant. Voilà, pour quelques éléments de culture. Alors, avec une particularité peut-être sur notre ADN, c'est qu'on est passionné par le développement personnel et on a une vraie mission qui est celle d'ouvrir le champ des sciences humaines aux ingénieurs et aux profils techniques. Enfin, plus généralement à l'ensemble de nos collaborateurs. Ce qui fait qu'on exerce notre métier de façon différente. Voilà. Merci. Et notre 4e invité, c'est donc Bruno Charbonnier. Donc Bruno Charpentier, pardon. Charbonnier. Charbonnier, pourquoi j'ai écrit Charpentier ? C'est Charbonnier. Charbonnier, c'est après le Charpentier. C'est une question de... donc Bruno Charbonnier, je suis dans le métier des ressources humaines depuis 17 ans, issu d'un profil technique, industriel, la fonderie pour tout vous dire. Comme quoi on peut se mettre dans le moule, quelle que soit la profession. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de 15 consultants mobilité professionnelle au sein de l'APEC. Donc l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. On a 4 grandes missions. La première, qui est peut-être la moins connue, c'est d'observer le marché de l'emploi cadre et de produire des études qui servent ensuite à l'ensemble des acteurs du recrutement, dont vous, jeunes diplômés. Une deuxième mission qui est la plus importante, qui est celle de l'accompagnement dans la mobilité des cadres. Donc ce qu'on appelle l'accompagnement dans la mobilité, c'est pour 60% de nos clients cadres, des gens qui sont en poste, en responsabilité, qui se posent des questions sur leur avenir professionnel ou sur les choix à faire dans le cadre de leur évolution professionnelle. On a une 3e mission qui est l'accompagnement et l'aide à l'insertion sur le marché cadre des jeunes diplômés à partir de Bac plus 3. Donc on pourra en parler autour de cette table ronde. Et puis la 4e mission, qui est celle qui va vous concerner très très rapidement, c'est la diffusion de l'offre d'emploi cadre et la certification que cette offre est bien une offre cadre. Donc c'est le job board apec.fr. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais rapidement vous expliquer la façon dont va se dérouler cette table ronde et puis on va tout de suite commencer après à vous faire partager vos expériences. Alors déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est juste vous expliquer en une slide, ça va être très rapide, que les recruteurs, il faut vraiment les considérer comme des acteurs du marché de l'emploi, mais ils peuvent aussi être vos partenaires. Vous verrez bien que les 4 personnes présentes ici vont vraiment être partenaires pour vous de votre recherche d'emploi, alors ou en tant que jeune diplômé ou plus tard lorsque vous voudrez changer éventuellement d'employeur. Donc je vais rapidement vous faire une carte en fait des acteurs et des partenaires qui peuvent exister pour vous, jeunes diplômés, enfin futurs jeunes diplômés, sur le marché de l'emploi. On va donc travailler après sur les attentes de ces acteurs et puis on aura un temps de questions-réponses à la fin. Alors tout simplement, ce que je voulais vous montrer, c'était ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien les slides au fond. Ce que je voulais vous montrer, c'est que
en tant que jeune diplômé ou futur jeune diplômé, vous avez vraiment des partenaires qui vont vous accompagner dans le conseil, parmi lesquels, bien sûr, il y a le service d'orientation et d'insertion des étudiants. Je nous ai mis en premier, c'est un peu logique puisque j'en fais partie. Le SOA peut donc vous aider au sein de Lyon 1, mais vous avez aussi des associations qui sont dédiées à l'insertion. Vous avez des écoles doctorales pour les doctorants qui vont vous aider aussi à partir vers votre premier emploi. Et puis, il y a des partenaires institutionnels dont font partie les personnes de l'APEC. Voilà, il y a aussi des personnes du Pôle emploi qui peuvent vous aider. Si vous voulez des détails sur ces acteurs, venez nous voir sur le stand SOA dans la journée, je vous l'expliquerai en détail. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des partenaires qui sont là pour vous aider, dont l'APEC. Après, il y a des professionnels du recrutement qui vont vous aider à vous mettre en lien avec les recruteurs finaux, parmi lesquels les cabinets de recrutement. Donc, on a ici Curibé et Isabelle Gillard qui représentent un cabinet de recrutement généraliste. Il y a aussi des cabinets de recrutement plus spécialisés, ou des chasses de tête. Il y a aussi des sociétés de travail temporaire qui peuvent vous aider à toucher le marché de l'emploi. On a donc ici Elodie Morello qui est d'une société de travail temporaire spécialisée sur les métiers scientifiques, avec notamment une grande dimension en life science, comme on l'a dit tout à l'heure. Les partenaires institutionnels peuvent aussi vous aider à trouver de l'emploi en vous proposant des offres sur leur site. Mais ça, Monsieur Charbonnier pourra en reparler tout à l'heure. Et puis après, il y a les employeurs en direct, bien sûr. Alors vous, avec les études que vous allez faire à Lyon 1, vous allez pouvoir travailler chez des employeurs du secteur privé, du secteur public, dans le secteur associatif, et puis dans d'autres secteurs, parmi lesquels il y a les pôles de compétitivité, par exemple, les clusters, etc. J'en passe. Mais donc aujourd'hui, nous avons... moi qui représente le SOA, Bruno Charbonnier qui est donc sur les partenaires institutionnels, Isabelle Gillard sur les cabinets de recrutement, Elodie Morello sur les sociétés de travail temporaire et Marie-Claire Guichard sur les cabinets de consulting. Voilà. Alors, on va travailler du coup sur... je vais vous exprimer sur les attentes des recruteurs. Là, je vais vous préciser... Pour faire les choses dans l'ordre, en fait, je vais amener nos invités à s'exprimer à chaque niveau du processus de recrutement. Donc là, j'ai formalisé par un schéma les différentes étapes du processus de recrutement et on va du coup commencer par parler de la phase de sourcing au cours de laquelle chaque invité va vous expliquer leur rôle et surtout ce qu'ils attendent particulièrement de vous. Donc la phase de sourcing, c'est vraiment la recherche des bons profils par rapport au profil qui a été déterminé avec les recruteurs finaux. Et donc, leurs sources de données sont très larges. Et donc, je vous laisse vraiment vous exprimer comme vous le souhaitez, dans l'ordre que vous souhaitez, sur les attentes que vous avez dans cette phase de sourcing. Alors moi, je vais rappeler les fondamentaux concernant le sourcing. Je ne vais pas vous offrir de recettes miracles. Ce que je propose quand vous allez mettre votre CV en ligne sur les nombreux job boards qu'il existe ou même quand vous allez postuler à un emploi, c'est d'avoir un CV à jour, déjà pour commencer, avec l'ensemble de vos expériences. Un CV dans lequel, alors on peut mettre une photo, c'est toujours mieux, dans lequel apparaissent vos compétences opérationnelles, c'est-à-dire ce que vous maîtrisez, ce que vous savez faire concrètement, peut-être quelques éléments sur votre mobilité et éventuellement votre disponibilité qui peuvent apparaître en haut du CV. Sachez qu'un CV, pour un recruteur, ça se lit en quelques secondes. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de manipuler beaucoup de candidatures, il faut que rapidement on puisse saisir les éléments caractéristiques de votre candidature. Donc ce que je vous propose et ce que je vous invite à faire, c'est à être extrêmement clair et extrêmement pragmatique dans la rédaction de votre candidature. Bon, ça n'empêche pas que vous puissiez mettre quelques fantaisies de couleurs là-dessus. J'ai pas de dogme sur faut-il mettre du bleu, du blanc. Bon, ma foi, tant qu'il est clair, il faut qu'il vous ressemble, c'est important. Et puis qu'il comporte vraiment l'ensemble des informations pertinentes, de bon sens. Oui, alors ce que je rajouterais peut-être justement sur les questions pertinentes, ce qu'on nous a, c'est pas la première fois que je participe à cette table ronde, et ce que souvent on nous demandent les jeunes diplômés, c'est oui, mais nous on a tous le même diplôme, on n'a pas beaucoup d'expérience, comment on peut se différencier? Vous avez tous quand même des expériences différentes, ce que vous avez fait dans les différentes entreprises dans lesquelles vous avez évolué, même si plus ou moins vous vous retrouvez un petit peu dans les mêmes postes et sur des missions qui sont comparables, vous les avez vécues différemment, il y a des contextes d'entreprise qui sont très différents, et nous par exemple quand on recherche en sourcing, on peut chercher pour des PME, on peut chercher pour des grandes entreprises, il y a tout le temps des cultures d'entreprise qui sont différentes.
c'est important pour nous de voir rapidement dans quel type d'entreprise vous avez été. Par exemple, si vous êtes dans un groupe de 14 000 personnes au siège, c'est pas la même chose que d'être sur un poste en usine où il y a 100 personnes, dans une PME. D'emblée, on sait que vous n'avez pas vécu les mêmes expériences. Donc, par exemple, ça, c'est des éléments qui peuvent être différenciants par rapport aux intitulés de poste, aux tailles d'entreprise. Donc, souvent, ça manque sur les CV. Il y a le nom de l'entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises. Donc, même si on en connaît beaucoup, on ne les connaît pas toutes. Donc, c'est bien de donner un peu d'informations qualitatives qui, pour le coup, vont différencier votre profil. Et n'ayez pas le sentiment que parce que vous donnez un peu plus d'infos et que, du coup, on risque de vous qualifier d'une manière ou d'une autre, c'est gênant pour vous. Au contraire, si ça ne marche pas sur cette mission-là, ça marchera sur une autre. Mais en tout cas, ça donne plus de personnalité au CV. Oui, et par rapport à ce que vous dites, on fait beaucoup de sourcing par mots-clés. Donc quand vous allez donner du détail sur votre dernière expérience, sur votre stage professionnel, au plus vous donnez de détails, au plus il y a des mots-clés qui vont apparaître. Et du coup, quand on va faire notre sourcing, il y a plus de chances que votre CV puisse ressortir. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pareil, on se fiche qu'il y ait du blanc, du bleu, du jaune. Par contre, on ne veut pas de faute d'orthographe, on veut que les CV soient relus, que le minimum syntaxe, orthographe, grammaire soit respecté, parce que votre CV, on le lit effectivement en 15 secondes, mais déjà, on a une image de votre personnalité, et pour nous, ça parle déjà beaucoup. Donc faites attention à ces tout petits détails. La mise en page aussi. Parfois, on se retrouve avec des choses qui ne sont pas cohérentes. Il faut retrouver les informations parce que ça a bougé quand on... Alors, on imprime de moins en moins, donc ça, c'est déjà mieux qu'avant. Mais par exemple aussi, pensez quand même qu'il y a des recruteurs qui impriment. Donc, si vous imprimez, si vous rédigez votre CV en bleu clair, c'est vrai que bon, pour nous non plus, il n'y a pas de dogme sur les couleurs, mais il faut que ça soit lisible, et lisible à l'impression, et en général, on imprime en noir et blanc. Donc il faut vraiment que les informations soient lisibles. Alors, je vais essayer de compléter. D'abord, la question du CV, la question du sourcing, la question de la candidature, c'est aussi une question de médias. Le CV que vous allez déposer sur les différents job boards ne seront pas les mêmes CV que ceux qui vous serviront à répondre à une candidature. L'un qui va être celui finalement qui va être sur le job board et qui va permettre d'intégrer la banque de CV, donc visible par les recruteurs, lui doit valoriser un certain nombre de mots-clés de manière à identifier vos compétences et à pouvoir faire ressortir rapidement votre CV. Il doit être mis à jour régulièrement. Il ne faut pas oublier que voilà, le CV qu'on a déposé en janvier sur un site internet, quel qu'il soit, doit être actualisé au même titre que celui qu'on envoie aux recruteurs à chaque fois, et je tiens à le dire, doit être individualisé et travaillé. Alors oui, c'est du travail, mais c'est un travail qui paye. On pourra vous inviter d'ailleurs à aller voir la prochaine étude APEC sur l'emploi des jeunes. La personnalisation du CV au regard de la lecture de l'annonce crée un bénéfice non négligeable dans le taux d'entretien. Ce qui est important également, c'est de bien travailler vos réseaux sociaux professionnels. Vos réseaux sociaux professionnels ne sont pas un CV numérisé. D'accord ? Il doit vous permettre de valoriser quel professionnel vous êtes. Et puis, dans vos CV, ayez un discours de professionnel. Oubliez votre discours d'étudiant. Vous n'avez pas des stages, vous avez des expériences. Vous n'avez pas des diplômes, vous avez des compétences, des expériences et des savoir-faire. Et puis, surtout, ayez un CV qui permette une lecture fluide. Les recruteurs viennent de vous le dire. Le temps passé sur chaque candidature est certes d'environ 16 à 30 secondes suivant les métiers, suivant les personnalités. Par contre, on sait qu'il y a à peu près que 16% de la zone de CV qui est lue. Évitez les multicolonnes où l'information essentielle est quasiment à l'arrière de la feuille. Donc allez à l'essentiel, travaillez vos mots-clés et surtout
ayez un langage de professionnel, puisque on en parlera tout à l'heure, mais 16% des jeunes diplômés trouvent des postes sur des emplois qui ne sont pas destinés à des jeunes diplômés. Donc c'est aussi dans la manière dont vous allez vous proposer au marché et la manière dont vous allez donner envie aux recruteurs à travers vos différents médias et vos différentes valorisations de compétences et d'expérience que vous allez aussi trouver un job. Oui, et pour conclure, je dirais aussi, même si vous ne pensez pas avoir l'intégralité des critères attendus par le recruteur, postulez quand même. Très souvent, les annonces, c'est des moutons à 5 pattes et quand on en trouve 4, on est très content. Donc n'hésitez pas à postuler, même si vous ne correspondez pas 100% au profil attendu. Ça, c'est vraiment, vraiment clair. Alors, on va, si vous voulez bien, passer à l'étape suivante, qui concerne en fait la sélection par les professionnels du recrutement, notamment par des entretiens téléphoniques ou des entretiens face à face. Il y a éventuellement aussi le passage de certains tests parfois. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport justement aux entretiens téléphoniques ou face à face et passage de tests s'il y en a? Je vais juste comme ça, je ferai une transition. Insister sur aussi le fait que vous êtes des professionnels d'un secteur d'activité. Renseignez-vous sur le vocabulaire à tenir, montrez que vous vous êtes intéressé à votre secteur et que vous n'avez pas fait que étudier votre secteur. Quand un recruteur vous a au téléphone, il va essayer de savoir aussi quelle est votre connaissance du secteur d'activité et quel langage vous avez déjà au regard de ce secteur d'activité. Il veut avoir l'impression d'avoir déjà affaire à un professionnel qui sait de quoi il parle et qui sait dans quel environnement il va s'insérer. Alors sur cette étape-là, justement, il y a plusieurs étapes. Une fois qu'effectivement, nous, on a identifié un profil, un CV qui nous intéresse, on va avoir un premier contact téléphonique de manière à valider un certain nombre d'informations qui sont des informations pratiques, mais qui permettent de valider la mobilité, parce que très souvent on a des candidats qui postulent à des annonces ou qui répondent à nos sollicitations par mail et qui n'ont pas du tout vu que le poste il était à 800 km. Donc quand vous lisez aussi, quand vous répondez à une offre qui vous a été envoyée, prenez quand même le temps de bien la lire et de la maîtriser quand on vous appelle. Alors effectivement, parfois on vous appelle à un moment donné où vous n'êtes pas forcément disponible, mais du coup dites-le. Dites plutôt vous n'êtes pas disponible et choisissez le moment où ce sera plus opportun pour vous et vous pourrez être plus pertinent, plutôt que de subir, entre guillemets, un premier échange qui risque d'être fatal à votre candidature. Donc première étape, c'est cet entretien téléphonique qui dure pas très longtemps, qui dure 5-10 minutes, mais dans lequel on va essayer de tester un peu votre motivation et puis en effet la compréhension que vous avez eue si on évalue à travers des stages, la compréhension que vous avez eue de votre poste. Ce qu'on vous demande pas, c'est de nous le raconter par le menu, c'est vraiment d'être capable d'en sortir ce que vous en avez retiré, ce qui a été positif pour vous, ce qui l'a peut-être été moins, ce qui vous a motivé, moins motivé. C'est ça aussi qui va faire la différence des uns par rapport aux autres. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on identifie donc un certain nombre de candidats que l'on va ensuite rencontrer en face à face. Et là, l'entretien en face à face, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais donc c'est un entretien qui peut durer entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Alors c'est vrai que sur un jeune diplômé, ça dure rarement 2 heures parce que la durée, c'est très lié évidemment au nombre d'années, à l'expertise. Mais bon. C'est quand même l'étape fondamentale, je dirais. Enfin, nous, en tout cas, en tant que cabinet, notre rôle vis-à-vis de nos clients qui nous ont mandatés pour les aider à trouver sur un poste vacant, c'est de leur présenter ensuite des candidats qui correspondent à leurs attentes, que l'on aura définies au préalable avec eux et sur lequel on aura joué un rôle important aussi pour éviter d'avoir cette demande de soit trop floue, soit de moutons à 5 pattes qu'on ne trouvera jamais. Et là, notre rôle de cabinet, il est important à ce niveau-là pour leur faire avoir une demande réaliste. Et ensuite, c'est le travail qu'on va faire durant l'entretien en face à face. Donc, il ne faut pas que vous voyiez l'entretien en face à face comme étant
une épreuve pour vous, et certes, ça va être une sélection à la fin, c'est sûr, mais il faut bien que vous ayez en tête que les recruteurs, ils ont besoin de vous. Donc, et nous aussi, on a besoin de vous. Donc, c'est vraiment un moment qui doit être un moment d'échange et de partage, dans lequel vous pouvez aussi, vous, avoir vos questions, essayer d'en savoir plus, et les questions que vous allez poser montrent aussi votre pertinence et votre compréhension par rapport au poste et au secteur de l'entreprise. Donc, ça veut dire que c'est important de l'avoir préparé, cette étape-là aussi, hein, d'avoir été sur les sites de l'entreprise. Aujourd'hui, on ne vous pardonne plus d'arriver en entretien sans avoir des informations sur l'entreprise et le secteur d'activité, parce que c'est tellement facile à avoir que c'est quelque chose qui est systématiquement attendu. Et cet entretien, il va être complété ensuite par, en ce qui nous concerne, chez nous, Curibé, si votre candidature est retenue, par un test de personnalité qui fera l'objet ensuite derrière d'un deuxième entretien beaucoup plus rapide, mais pour débriefer cette partie purement personnalité, où on va travailler sur vos comportements, vos motivations, dans un échange toujours, parce qu'un test, ça donne des résultats, mais ce qui est intéressant, c'est l'échange que l'on a avec vous à ce sujet-là. Oui, alors c'est compliqué parce que c'est deux sujets hyper importants. Je ne sais pas si on y consacre. On prend le temps. Bon. Alors, concernant la sélection téléphonique, alors dans notre processus de recrutement, elle est plutôt concise, puisque l'objectif pour nous, c'est de vous rencontrer, et qu'on n'imagine pas faire des entretiens trop longs au téléphone, parce que voilà, ce qu'on veut, c'est vous voir pour déterminer. Info, évacuation. Quelques changements sur les stands. Vous trouverez sur le stand 45 la société Smile, développement open source sur technologie PHP Java. Et sur le stand. Est-ce que vous m'entendez quand même? Pas simple. Si, c'est bon? Bon voilà, c'est bon, on a fini la dame. Donc l'idée c'était de dire que voilà, on s'attarde pas au téléphone, ayez les idées claires sur ce que, sur les choses clés. Une fois de plus, hein, moi je prône le bon sens, c'est-à-dire votre mobilité, votre disponibilité, ce que vous voulez faire et vos prétentions salariales. Ce sont des critères basiques de sélection au téléphone. Alors après, concernant l'entretien de recrutement, il est évident que c'est un moment crucial où vous êtes quand même effectivement, pour rebondir, dans une situation d'égalité, parce que vous avez cherché un job et eux cherchent un candidat. Donc soyez vous-même, soyez assertifs, ayez confiance en vous. Alors c'est bien beau, hein, c'est facile de dire ça. À ce titre-là, nous dans le groupe, on a mis en place, et je pourrais vous en remettre si vous le souhaitez, un petit flyer dans lequel on vous donne des conseils pour le recrutement, justement, pour que vous puissiez vous préparer au mieux. J'ai envie de dire en quelques mots, effectivement, renseignez-vous sur l'entreprise. Ça semble être, pareil, du bon sens élémentaire. Préparez-vous, entraînez-vous à l'entretien. Je dis souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'entrer au monastère. Donc, renseignez-vous sur le dress code quand même, sur la façon dont il faut se présenter à nous, parce que j'en vois des vertes et des pas mûres. Donc, c'est important quand même d'avoir une apparence professionnelle. Donc ça, c'est vraiment les basiques. Soyez ponctuels, gérez votre stress. Et puis, vraiment, au cours de l'entretien, idéalement, pour maximiser vos chances de succès, faites preuve d'intelligence de situation. C'est-à-dire que c'est la capacité à saisir ce qui se passe dans une situation, les paramètres, pour pouvoir être le plus pertinent et vous adapter le plus possible. Voilà ce que je peux vous dire en quelques... Enfin, c'est hyper express, on pourrait en parler longuement. Nous, concernant dans le processus de recrutement, on pratique le feedback à chaud. C'est-à-dire qu'à la fin de l'entretien, quel qu'il soit, quel que soit le poste, la consigne dans le groupe, c'est de toujours faire un feedback à chaud au candidat. Évidemment, on lui propose, hein, mais j'ai encore jamais vu de ma vie quelqu'un qui a refusé un feedback. L'objet, c'est de vous proposer un retour sur ce qu'on a pensé de votre prestation. C'est l'occasion pour vous d'en tirer tous vos points forts. On vous dit, voilà, on a trouvé que vous aviez tel et tel point fort. S'il y a une grille d'évaluation, hein, c'est pas au bon vouloir du recruteur. Et éventuellement aussi, de vous permettre d'identifier ce qui peut être amélioré. Donc, il y a une vraie démarche de bienveillance. C'est une façon de grandir pour vous, de vous entraîner et puis de repartir avec une idée précise et sincère de ce que l'entreprise a pensé de vous, puisqu'on annote
en face de vous la grille d'évaluation sur la fiche de recrutement. Donc il y a une vraie culture du développement du potentiel qui se fait chez nous. Du coup, dans la grille d'évaluation, vous pouvez nous donner quelques critères clés ? Alors, il y a la maturité, l'expression orale, l'intérêt pour le poste, la tenue vestimentaire, l'énergie, l'intelligence de situation. Il y a à peu près une dizaine de critères qui sont des critères de savoir-être. Parce que j'ai la conviction personnelle que dans la vie, ce qui fait la différence entre deux ingénieurs ou deux étudiants ou deux individus, c'est quand même très souvent leur talent relationnel. Et je pense qu'on peut sortir de beaucoup de situations en développant une certaine forme de bonnes relations, de talent relationnel. Donc on est très vigilant, en tout cas dans ce moment-là. L'idée, c'est de vous faire un retour à chaud sur qui vous êtes, donc ça ne peut être que des critères de savoir-être. Déjà, réussir à créer la relation avec le recruteur pour être en position de poser des questions et d'être à l'aise pour répondre. Rien que ça, en tant que recruteur, c'est déjà très positif, quoi. Dès lors que vous réussissez à mettre un vrai échange et non pas uniquement des questions et la personne qui répond en face. Hein. Si c'est préparé, d'où l'importance de préparer son rendez-vous. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un échange lors de l'entretien de recrutement, il faut que vous ayez des questions à poser. Donc effectivement, aujourd'hui, on ne pardonnera pas si vous n'avez pas préparé votre entretien. Ce que je voudrais dire pour compléter, c'est que souvent on vous fait venir pour un poste, on va faire une sélection, il se peut que vous ne soyez pas retenu, mais dans les sociétés de travail temporaire ou dans les cabinets de recrutement, vous allez rentrer dans notre vivier. Donc aujourd'hui, quand on vous reçoit, avant d'évaluer si vous avez les compétences pour le poste, on va vous évaluer déjà vous en tant que talent. Et du coup, il est important de vous dire que c'est juste le début du chemin. Si vous n'êtes pas retenu pour le poste, notre relation ne s'arrête pas là. Donc c'est important de vous dire que on démarre une collaboration. C'est comme ça en tout cas que nous on voit les entretiens de recrutement et on va vivre ensemble un petit peu le chemin, le parcours professionnel avec vous. Donc si vous n'êtes pas retenu pour ce poste-là, on va travailler avec vous et puis on pourra avoir d'autres postes à vous proposer. Donc c'est important que il n'y a pas beaucoup d'entretiens de recrutement. Une fois qu'on vous a vu une fois, on ne vous revoit pas tous les 6 mois. Donc l'image que vous allez laisser, elle est très importante. Donc d'où l'idée, ce qu'on a dit tout à l'heure, de vous préparer, présenter, etc. Et puis surtout, après, il faut faire vivre cet entretien. Donc si vous n'avez pas été retenu pour le poste, nous rappeler quand vous êtes disponible, pas disponible, nous tenir au courant en fait, et faire évoluer notre relation, notre collaboration. Alors moi, je vais vous donner un autre angle de vue, puisque moi, je ne suis pas recruteur. Mon rôle, c'est aussi de répondre aux besoins des entreprises, mais c'est aussi de faire en sorte que vous puissiez répondre à toutes ces exigences, parce que voilà, le recrutement, ça peut se jouer aussi sur beaucoup de malentendus. Et autant on peut être dans une relation où l'entretien s'est bien passé, ça a été fluide, vous avez su valoriser vos savoir-être et vos savoir-faire, et là vous êtes super content, d'ailleurs en général vous avez le poste. Souvent, il y a beaucoup de maladresse, notamment chez les jeunes diplômés. Beaucoup d'incompréhension aussi sur le fait que c'est une compétition. Donc, au sein de l'APEC, on est toutes, oui. Dans 5 minutes, à 10h40, il y aura la conférence donnée par Madame Nina Youssef Issa, ingénieure qualité de la société Manisens, en salle 1. Donc conférence traitant du métier d'ingénieur qualité au sein d'une entreprise de biotechnologie. Donc je rappelle, à 10h40, en salle 1. Merci. Voilà. J'espère que vous avez tous vos billets de train. On a mis en place un dispositif justement pour accompagner les jeunes diplômés qui est gratuit, qui s'appelle Clé d'emploi et qui est là aussi pour vous accompagner dans la période finalement post-diplôme, qui est une période, il ne faut pas le négliger, de grande solitude. Puisque là, vous êtes dans un cadre, on s'occupe de vous, on vous amène de l'information. Et puis après, vous êtes seul face à votre ordinateur, éventuellement
face à votre réseau relationnel. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de vous préparer pour répondre à toutes ces exigences qui sont légitimes, puisque quand une entreprise recrute, une entreprise prend un risque, et ce risque, elle a besoin de le minimiser. Donc nous, on va vous accompagner d'abord sur la valorisation de vos savoir-faire, de vos savoir-être, dans un accompagnement collectif et personnalisé. Donc c'est un dispositif qui est accessible à tous les jeunes diplômés partout en France, qui s'appelle Clé d'emploi. Il est accessible sur simple inscription sur apec.fr, et vous pouvez le faire en même temps que vous allez éventuellement consulter vos premières annonces d'emploi. C'est important de pouvoir travailler dans ce cadre-là, parce que on va vous aider aussi à superviser vos CV, vos réseaux sociaux, vous inviter également à réfléchir sur votre positionnement sur le marché, vous inviter également à réfléchir à votre mobilité. Combien on voit de jeunes ingénieurs qui viennent nous voir avec des CV parfaitement rédigés en anglais, avec un super coefficient au TOEIC, et qui nous disent globalement, moi je veux travailler à Lyon. Leur apparition sur les job boards est complètement faussée, la manière dont ils communiquent auprès de l'entreprise est complètement faussée. L'objectif, c'est d'être en phase aussi avec l'attente des recruteurs, et ça, seul vous pouvez le faire, et c'est un travail qui se construit dès maintenant pour pouvoir avoir un langage qui soit adapté. Donc ça fait partie des choses que l'on fait. Et puis, il y a un élément qui est non négligeable, tout travail mérite salaire. Quel salaire ? Au sein de l'APEC, vous avez un dispositif qui est également à votre disposition, qui est un dispositif qui est utilisé d'un côté par les entreprises que l'on conseille sur les bons niveaux de préparation, on regarde leur territoire, de leurs exigences et de leurs appétences en termes de savoir-faire et savoir-être. Mais vous aussi, vous pouvez y accéder, ça s'appelle Votre Potentiel Marché. C'est un service à distance sur simple numéro de téléphone. Vous avez un consultant qui vous rappelle à l'heure que vous avez souhaité pour avoir une vraie étude en fonction de votre secteur. Aujourd'hui, vous êtes étudiant à Lyon, vous n'avez peut-être pas la volonté de travailler à Lyon, vous ne connaissez peut-être pas forcément le marché de l'emploi, dans le service, dans la chimie, dans l'industrie, au regard de l'endroit où vous souhaitez vous positionner. Eh bien, ça vous permet d'avoir une grille assez ciblée de tranches de salaire au regard de vos expériences, de vos stages, de vos connaissances du marché. Ça vous permet aussi d'être crédible, de ne pas vous sous-évaluer, de ne pas vous surévaluer, mais de montrer aussi aux recruteurs que vous avez une démarche de professionnel, une démarche structurée, et c'est un élément de réassurance très fort dans le premier recrutement notamment, de montrer que on est en situation, non pas d'un étudiant un peu faux follet qui s'est égaré sur les job boards et qui écoute globalement tous les gourous du recrutement, mais qui a plutôt eu une démarche industrielle, une démarche process pour aboutir à un recrutement en phase avec les attentes du marché. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport au salaire, justement ? Vous avez quelque chose de particulier à dire à ce sujet ? C'est vrai que c'est très important de se renseigner en amont. Moi, je ne vais peut-être pas servir votre cause, mais juste pour vous dire que bon, y a le salaire dont on rêve, il y a le salaire que l'école vous donne, et puis il y a la réalité du marché. Alors c'est compliqué de faire son marché là-dedans, c'est compliqué. Mais il faut, je crois, faire un mix de toutes les infos pour pouvoir coller au mieux et être réaliste, quoi. Je crois que l'enjeu pour vous, c'est de bosser au début, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est de bosser. Sachant que quand on parle de salaire, il ne faut pas penser qu'à la dernière ligne de votre bulletin. Pensez plutôt en termes de rémunération. C'est-à-dire que le salaire, c'est une chose, mais vous allez avoir des avantages en nature à côté qui ne sont pas des moindres. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise qui a une cantine, mine de rien, tous les jours, vous allez économiser de 5 à 10 euros pour votre repas. Vous mettez ça sur 200 jours travaillés dans l'année. Voilà, c'est autant d'argent sur lequel, que vous ne percevez pas, mais que vous ne dépensez pas, sur lequel il n'y a ni taxe sociale ni impôt.
Voilà, donc pensez plutôt en termes de rémunération plutôt que de salaire. Et puis moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est si vous avez dans votre réseau des gens que vous connaissez très bien, qui travaillent dans des cabinets de recrutement, des sociétés de travail temporaire ou qui sont recruteurs, allez les voir peut-être pour avoir des infos sur les salaires, mais sinon, allez rencontrer des professionnels ou des jeunes diplômés qui sont passés par là avant vous et qui vont pouvoir vous parler des salaires qu'ils ont eus dans les 2 ou 3 dernières années sur les postes en question. En tout cas, investiguer effectivement pour ne pas tomber à plat ou complètement au-dessus ou complètement en dessous de ce qu'on va pouvoir vous proposer. En tout cas, quand on parle de salaire, en tout cas sur la partie qui nous concerne, qui est la partie de l'APEC, on ne parle pas de salaire fantasmé ou de salaire, on va dire, conventionnel. On regarde en fait, on fait une étude très précise des salaires qui ont été confirmés sur les annonces qui ont été déposées. Donc on a nos études sont basées vraiment sur des éléments factuels. Alors ça ne fait pas toujours plaisir, parfois il y a quelques surprises aussi, mais en tout cas ça permet d'avoir la réalité du marché. Après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, ça vous appartient, mais en tout cas les éléments qu'on vous donne sont des éléments de réalité, donc ça vous permet en tout cas d'avoir un élément assez objectif pour pouvoir vous positionner et en discuter. Autre point, vous m'y avez fait penser en parlant du réseau. Vous êtes étudiant, vous êtes en phase de professionnalisation et d'insertion sur le marché de l'emploi. Je ne connais pas de professionnel qui refuse un entretien réseau pour parler de son métier. N'hésitez pas à demander des rendez-vous à des professionnels pour parler du métier qui est votre métier de demain, parce que ça va vous donner une somme et une quantité d'informations non négligeables. Voilà. Ça vous permettra de faire un CV avec les bons mots-clés, de comprendre les attentes des recruteurs, de préparer votre entretien de recrutement et de finaliser votre projet pro. Donc assurément, allez voir les personnes qui exercent les métiers qui peuvent vous intéresser. Si vous hésitez entre plusieurs, allez voir plusieurs personnes. Hein. Ça peut vraiment vous permettre d'avancer et les gens aiment bien parler de leur job en général et ou d'eux-mêmes d'ailleurs. Merci beaucoup. Après, la phase, là, on va essayer d'aller un petit peu plus rapidement sur cette phase-là. Vous, experts du recrutement, lorsque vous avez... Mesdames, messieurs, nous vous rappelons pour les personnes inscrites aux ateliers de 10h45... Bon. Est-ce que si je parle, vous m'entendez là? Alors, je vais continuer. Une fois que les CV ont été sélectionnés, on va les présenter aux recruteurs finaux. Alors les recruteurs finaux, ça peut être c'est les clients, on va dire, hein, des partenaires qui sont présents ici. Donc l'idée, c'est que vous allez rencontrer après ces entreprises-là, ces recruteurs, et donc vous, en tant que professionnel du recrutement, qu'est-ce que vous attendez des diplômés quand ils vont rencontrer justement vos clients et vos entreprises? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous voulez dire? Oui, du coup, quand vous allez, effectivement, donc la phase de sélection est faite, on vous a choisi, vous êtes l'élu, et c'est vous qui allez aller rencontrer le client final. On attend de vous la même chose que lors de l'entretien de recrutement avec nous. Donc évidemment, on va repartir sur les mêmes critères, de la ponctualité, de la présentation, d'avoir préparé son rendez-vous. On vous aura, nous, donné un maximum d'informations pour maximiser vos chances. Ces informations-là, vous devez les connaître. Vous ne devez pas les enjoliver, vous ne devez pas revenir dessus, éventuellement les renégocier. C'est pas du tout comme ça que ça se passe sur le terrain. Et du coup, voilà, on attend de vous tout ce qu'on vient de se dire, un savoir-être et un savoir-faire face au recruteur final. Et surtout, un retour derrière. C'est très important parce que un candidat sur 2 ou 3 disparaît dans la nature après avoir rencontré un client final. J'en ai parlé tout à l'heure, on est vraiment dans une collaboration et du coup, dès l'instant que vous sortez de l'entretien avec le client final, il faut nous rappeler, il faut nous dire comment ça s'est passé. On veut votre débriefing puisque là, on ne peut pas le faire à chaud. Donc on veut pouvoir échanger avec vous, reconnaître vos impressions puisque nous-mêmes derrière, on va être en situation de débriefing avec le client final.
Il y a peut-être des petites nuances de fonctionnement, parce que ce n'est pas exactement le même métier que chez Kelly, puisque nous, quand on vous intègre en CDI au sein du groupe, et vous avez vocation à intervenir sur des projets plutôt longue durée, mais vous êtes collaborateur du groupe Cliven. Et donc, à ce titre-là, quand vous allez rencontrer un client, vous y allez avec l'ingénieur d'affaires qui vous va mener la réunion qu'on appelle une réunion de qualification. Et puis, en avance de phase, c'est-à-dire juste avant cette réunion, il y a ce qu'on appelle chez nous une réunion de préparation de qualification, qui est une sorte d'entretien de coaching où on va vraiment vous préparer à être dans les meilleures conditions le jour J, où on va pas répéter, mais on va vous coacher sur ce qu'il faudra faire le jour J, en tout cas pour vous permettre de réussir et d'être le meilleur le moment venu. Donc voilà, c'est des modes de fonctionnement un peu différents du fait du métier. Alors nous, on va peut-être pas être dans du coaching parce qu'effectivement, on est plutôt dans la même situation qu'Ellie, c'est-à-dire qu'on vous présente à notre client final, mais n'hésitez pas à utiliser, entre guillemets, vos interlocuteurs dans le cabinet de recrutement pour compléter les informations. On a essayé dans l'entretien en général de vous donner tout ce que l'on savait, mais ça n'empêche pas un petit coup de fil quand ou des questions au moment où on vous appelle pour vous dire voilà, vous allez rencontrer votre futur N+1 ou le DRH à tel moment. N'hésitez pas à poser encore des questions ou à faire repréciser des choses si entre-temps vous avez oublié quelques questions. Ça vous pénalisera pas, au contraire, ça montre que vous essayez d'être plus performant, que vous essayez d'avoir toutes les informations en votre possession pour bien fonctionner. Donc on peut aussi vous donner des informations sur les personnes que vous allez rencontrer, sur leur personnalité. Ils n'ont pas tous les mêmes. Pour certains, on sait comment les entretiens se mènent. Donc ça peut vous donner des informations aussi pour être plus efficace. Et surtout, plus vous êtes préparé et plus je pense, enfin, même si le stress reste là, mais le stress sera moins important, donc pensez-y aussi à ça. Un mot sur ce qui est fondamental, c'est la cohérence, pas de versatilité. Quand vous avez vu un premier recruteur qu'il vous présente, vous avez des engagements réciproques. Lui s'engage vis-à-vis de vous, mais vous êtes engagé vis-à-vis de lui aussi. Et il n'est pas rare de voir que voilà, des questions apparaissent qui n'ont pas été traitées avant, des demandes émergent qui n'ont pas été abordées. Et sincèrement, il n'y a rien de mieux pour s'aborder une candidature. Et en plus, ça met en péril la personne qui finalement avait fait le travail en amont avec vous et qui peut, là pour le coup, garder une rancune assez tenace. C'est la question de la fiabilité finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment les fondamentaux, fiabilité, cohérence. Vous prenez un engagement, vous le respectez. Si vous promettez de faire un retour au recruteur, ce qu'on demande nous à l'issue de l'entretien, bah faites-le parce que c'est la même chose que quand on ne vous donne pas de nouvelles, c'est vraiment pas agréable. Voilà. Et puis effectivement, pour rebondir aussi, face au recruteur que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quel est son cadre de référence, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle sa carte du monde, envisagez tous les scénarios possibles. C'est-à-dire que mettez-vous en vigilance de vous dire je ne sais pas quelle est sa façon de raisonner pour être le plus près possible dans l'action. Je voulais revenir effectivement sur la question de cohérence. Il arrive que effectivement des candidats lors de l'entretien avec le cabinet répondent de manière positive sur un certain nombre de critères, et quand ils rencontrent l'entreprise, ils me disent ah non mais finalement moi je suis plus du tout mobile pour aller à Bourges, c'est à Lyon que je veux rester. Autant vous dire que ça sert plus à rien d'être candidat sur ce poste-là. Donc on a le sentiment que certains candidats veulent absolument passer l'étape du cabinet et du coup se disent que peut-être au niveau du cabinet on a des exigences un petit peu erronées et que face à l'entreprise ça se passera mieux. Non, enfin au contraire, nous on a vraiment besoin d'être partenaire avec vous effectivement, et s'il y a des informations très précises ou des critères très précis qu'on vous a donnés, ça sert à rien si ce n'est à causer effectivement le trouble et à éliminer et à s'aborder effectivement votre candidature face à l'entreprise, côté cabinet et côté entreprise, parce que si on travaille avec eux, c'est qu'en général, ils nous font confiance. Donc, ils imaginent bien que c'est des informations qu'on a vérifiées et on va en reparler avec eux. Du coup, ça vous dessert terriblement quand ça se passe comme ça.
Oui, parfois il vaut mieux dire non en disant non, mais suite à cet entretien, je pense que ce poste ne me correspond pas ou il y a tel et tel élément qui ne me convient pas. Un partenaire en recrutement sera toujours en meilleure posture et vous sera reconnaissant de dire oui ou de dire non avant que vous alliez rencontrer l'entreprise. Et n'oubliez pas, c'est vraiment une question de partenariat. Vous avez chacun à gagner à ce que vous soyez dans le bon poste, dans la bonne entreprise. Tant l'entreprise qui va vous recruter, que le cabinet qui va vous recruter, que vous-même. Donc vraiment, il faut pas toujours tout dire, mais parfois il faut assurément mieux dire non avant que ça aille trop loin. Et un cabinet ou une société de travail temporaire, un cabinet de consultants, préférera toujours que vous soyez ferme sur vos choix. On va tout faire pour essayer d'y répondre, on n'y arrive pas, Mais il vaut mieux être ferme sur ses choix, parce que le jour où on vous envoie en entretien, on sait que ça va marcher, c'est vraiment ce que vous voulez. Votre motivation est bonne, vous êtes bien préparé, votre expérience est en accord avec ça. Donc voilà, parfois il vaut mieux effectivement dire non. On va beaucoup plus rapidement pour le coup parler de la phase d'après, qui est ce que j'ai appelé la phase de clôture. En fait, c'est une fois qu'on a choisi le bon candidat, il y a tout un processus qui va se mettre en place, le recrutement, la clôture du recrutement. Et à ce moment-là, notamment, vos partenaires vont vous appeler pour vous dire si vous avez été ou pas recruté sur ce poste. Et à ce moment-là, j'imagine que vous avez peut-être des attentes très particulières de la part des jeunes diplômés. Bon, j'allais dire à ce stade pas particulièrement, si ce n'est effectivement un retour, comme on l'a évoqué précédemment à chaque étape. C'est toujours agréable pour nous de pas aller à la recherche de l'info, mais plutôt d'avoir des candidats qui reviennent vers nous pour nous dire ce qu'il en est. Notre rôle aussi, il perdure jusqu'à la fin de la période d'essai, c'est-à-dire qu'on reste un interlocuteur pour nos candidats, qui sont plus nos candidats, qui sont les récents embauchés, mais on peut être un élément intermédiaire à certains moments. Parfois, il y a des questions qui se posent par les personnes qui sont récemment intégrées, qui ne sont pas forcément à l'aise pour les poser au N+1, des RH, etc. On peut jouer un rôle de miroir, d'échange et d'intermédiaire parfois. C'est même important de le faire parce que certaines entreprises ont une bonne démarche de suivi d'intégration, d'autres sont un petit peu moins rigoureuses, et c'est bien de pouvoir identifier très vite des décalages qu'il peut y avoir entre ce qu'on vous a dit, ce que vous vivez, des questions que vous vous posez. Parfois, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est juste du malentendu, il suffit d'en parler et ensuite les choses sont plus faciles. Donc n'hésitez pas là aussi à nous utiliser, à utiliser les consultants avec qui vous avez échangé, ou en ce qui nous concerne aussi nos chargés de recherche, parce que nous on travaille en binôme et donc vous avez en général 2 interlocuteurs au sein du cabinet, donc servez-vous-en. Merci, parce que la phase d'après, c'était le suivi, du coup je l'ai affiché. Du coup, si vous voulez vous exprimer sur cette phase de clôture, là, d'annonce des choix des candidats, et sur le suivi une fois que la personne est en poste. Non ? Alors moi, je voulais juste effectivement reprendre 2 choses. La première, c'est que quand on vous appelle pour vous dire que vous êtes sélectionné, rappelez très vite, pour que les entreprises sachent si oui ou non ça va être vous le bon candidat. Si pour une raison qui leur échappe, vous ne voulez pas y aller, finalement vous avez changé d'avis ou vous avez accepté un autre poste en amont, s'il vous plaît, plutôt que de vous dire oh là là je suis mal à l'aise, je vais pas oser appeler et vous laisser pourrir la situation, non, ça c'est catastrophique, c'est anti-professionnel et ça pose un triple problème vis-à-vis de votre candidature. Vous risquez d'être un peu fiché comme... je ne dis pas que vous allez le faire, mais en tous les cas, il risque d'avoir un mauvais souvenir vis-à-vis de votre candidature. L'employeur qui est en face, il a besoin de quelqu'un qui arrive à une date précise. Plus vous perdez du temps pour dire si vous venez ou pas, plus la date de rentrée peut être repoussée. Et puis vis-à-vis du consultant qui vous avait confiance, qui pensait vraiment que vous étiez le bon consultant, il faut aussi pouvoir lui répondre. Donc si pour une raison XY vous refusez une offre, surtout n'hésitez pas à le dire et à le dire rapidement. Ça, c'est un premier point. Je pense à quelque chose, excusez-moi, mais on sait que vous postulez à beaucoup d'offres en même temps. Et du coup, c'est important de nous le dire, ça, dans le suivi. Alors, on va vous poser la question. Il faut que vous soyez ultra
ouais, il faut honnête, ouais, il faut être honnête. Il faut nous dire ces choses-là parce qu'effectivement, dans le cadre du suivi, on a besoin de savoir voilà, si vous avancez avec d'autres pistes pour qu'on ne se retrouve pas en bout de course. Vous avez été sélectionné à plusieurs endroits, je vous le souhaite, mais du coup, nous, on se retrouve un peu le bec dans l'eau et vous disparaissez de la circulation. Vous n'osez pas nous rappeler pour nous le dire. Donc, avant qu'on se retrouve dans des situations comme ça et qu'on soit un petit peu en colère et que notre relation, elle démarre très mal, pensez à être très honnête dès le début et à nous dire voilà, où est-ce que vous en êtes dans vos démarches, sur quelle piste vous avancez. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous proposer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous faire travailler, mais ça veut juste dire que du coup, on envisage toutes les possibilités. Et d'autant que dans la phase de suivi, justement, une fois que vous avez rencontré l'entreprise, on peut jouer un rôle là aussi, c'est-à-dire que si on sait que vous êtes en phase finale sur 2 ou 3 autres pistes en cours, on peut jouer un rôle d'activateur auprès de notre client et notre client va souhaiter le savoir aussi parce que parfois, ça peut les amener, alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups, malheureusement, mais parfois ça les amène quand même à prendre leurs décisions de manière à être un peu plus réactif sur la décision à prendre. Et quoi qu'il en soit, ça fait partie des règles du jeu. On sait très bien que les candidats qui sont en recherche active, ils sont sur plusieurs pistes et c'est normal. Donc, on vous en voudra jamais d'accepter une autre proposition que la nôtre. On regrettera parce qu'il faut reprendre le travail, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Très bien. Je vous remercie pour tout ça. Si vous êtes d'accord, on va passer au temps de questions-réponses. On a à peu près 5 minutes pour les questions-réponses. Alors, normalement, voilà. On va vous faire passer les micros. Merci. Vous levez la main peut-être si vous avez des questions, et comme ça on peut vous amener le micro tout de suite. Ouais, Profitez-en. C'est toujours le premier le plus dur. Il faut demander le salaire lors de l'entretien? Oui, bien sûr. L'entretien avec pour tout entretien, oui, vous pouvez demander le salaire. Ça fait partie des éléments du poste. Hein. D'accord. Ça vous choque si vous demandez ça vous inquiète de demander le salaire? Oh, oui, je pense. Alors, on est d'accord que c'est pas la première question lors de l'entretien? Oui, ouais, c'est bien sûr. Ah, d'accord. Okay. Mais effectivement, quand on vous a présenté l'entreprise, quand on vous a présenté le poste, son environnement, ses caractéristiques, si de nous-mêmes on vous a pas parlé du salaire, bien sûr qu'il faut poser la question. C'est important. C'est un élément déterminant dans le choix. Ok, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui passent par des consultants pour le recrutement ou ça reste une minorité ou enfin comment ça se passe? Alors effectivement les métiers du conseil sont souvent des tremplins pour intégrer des industriels. Alors pas forcément que des grands groupes, hein. On a aussi travaillé beaucoup avec des PME, même des startups. Alors en faire une généralité, je ne vais pas me prononcer pour tout le monde, mais c'est quand même un tremplin, oui. Enfin, c'est une façon d'intégrer de beaux projets au cœur de l'innovation. Voilà. Alors, je voudrais bien repréciser, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le même métier, c'est-à-dire que Madame recrute dans le conseil, c'est des sociétés d'ingénierie. Nous, on est des cabinets de recrutement, ainsi que Kelly en plus a une activité intérimaire. Alors, le pourcentage, c'est pas la majorité, c'est sûr. J'avoue que j'ai pas de chiffres. Je sais pas si à l'APEC vous en avez sur l'emploi cadre, oui. Sur l'emploi cadre, on est à peu près à 25% d'offres qui passent par un cabinet. Recrutement qui passe par un cabinet de recrutement, puisque pour nous, une entreprise de service qui recrute pour ses clients, elle recrute en direct. On est dans ces proportions-là. Ensuite, aujourd'hui, quand on analyse le marché tel qu'il est, 85% du marché est diffusé. C'est important de le savoir, puisqu'il y a un grand fantasme national sur l'offre cachée. D'accord ? 85% des postes ont été pourvus par annonce. Tout simplement. Donc il n'y a pas de sous-marché, de marché noir. Voilà. Non, les choses sont claires.
C'est une idée très répandue, c'est une idée qui peut être aussi confortable parfois dans la communication sur le marché de l'emploi. 85% du marché est affiché. Il faut savoir que 6% seulement des annonces sont présentes uniquement sur le site du recruteur. C'est important aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'irait voir que les sites du recruteur, globalement, voilà, il perd pas non plus beaucoup d'offres à regarder l'ensemble des job boards, qu'ils soient privés ou publics, les entreprises qui recrutent, surtout sur des postes cadres, jeunes diplômés, diffusent largement. Elles sont dans un objectif de sourcing, elles ne sont pas dans un objectif de confidentialité. Voilà. Et il faut savoir que quand on parle du marché caché, donc finalement les un peu plus de 10%, hein, les 15%, c'est souvent par cooptation. C'est de professionnel à professionnel, ou alors par vraiment du réseau, mais là on est sur des offres de cadres qui habituellement ne sont pas ouverts aux jeunes diplômés. Je vous propose Oui. Oui, j'allais dire qu'effectivement, on n'est pas. Nous, on travaille, on fait ce qu'on appelle de la chasse de tête, c'est-à-dire que là, on travaille sur le marché non visible, mais côté candidat, c'est-à-dire qu'il y a tous les candidats ou tous les personnes qui mettent leur profil en ligne, on considère que c'est le marché visible, mais il y a quand même encore beaucoup de professionnels qui ne sont pas sur les marchés parce qu'on est parfois sur des métiers en tension ou sur des métiers où ils n'ont pas l'habitude de le faire. Et donc là, en effet, on est sur ce qu'on appelle la chasse de tête, c'est-à-dire que là, on va aller identifier les gens dans les entreprises pour aller les contacter là où ils sont. Et ce n'est pas que de la cooptation, mais c'est effectivement, pour le coup, ça vous concerne, là pour le coup ça ne vous concerne pas, et c'est plutôt en effet sur des métiers très spécialisés, très en tension, ou sur des localisations aussi, d'ailleurs c'est l'occasion de parler de la localisation de la mobilité, sur des localisations qui font pas rêver tout le monde, le centre de la France, le fond de la Franche-Comté, des endroits comme ça. Alors c'est vrai que souvent les jeunes diplômés, ils sont prêts à partir au Mexique, mais ils ne veulent pas partir à Bourges. C'est dommage, parce que là, vous ratez des opportunités. Très souvent, il y a beaucoup moins de concurrence et vous pouvez avoir des débuts de carrière qui sont vraiment intéressants. Donc, bien sûr, je comprends, enfin, c'est pas toujours facile d'aller vivre au fin fond de la campagne et c'est pas le projet de tout le monde, mais ça peut être des opportunités qui, derrière, et puis vous y resterez pas toute votre vie, et qui peuvent vous lancer derrière très vite pour d'autres postes qui répondent peut-être mieux sur ces critères-là à vos choix. Je vous remercie beaucoup, il est 11h, donc il y a une autre table ronde après nous. Ce que je vous propose, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir directement rencontrer nos invités qui sont à vos dispositions encore gentiment pendant quelques minutes, et je vous remercie de votre attention.